Et salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une vidéo qui a un peu fait parler d'elle dans le Viking Game. C'est la vidéo que Grimfrost a postée pour parler de ce qu'ils appellent le Thunder Fight. En soi, il y a des choses intéressantes à voir là-dedans et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais essayer de faire une critique assez objective parce que forcément il y a des choses qui plaisent, il y a des choses qui plaisent moins. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur tout non plus, mais c'est parti. Donc la vidéo, bien sûr, je vous la mettrai en description. Je mets pas le son parce que sinon je risque de me faire strike. Et déjà pour partir un peu dans les explications un peu plus recherchées, disons, sur leur site, ils montrent pas mal de choses plus ou moins intéressantes. Enfin, en tout cas, ils montrent leurs idées et leurs recherches de styles de combat un peu différents. Et ils expliquent aussi les règles, et ils expliquent que là, dans ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le mode lourdement armuré, donc où ils peuvent mettre des coups un peu plus forts et où c'est plus tellement de l'entraînement seulement, ça va un peu plus loin que ça. Malheureusement, vous allez voir, il y a autant de bonnes choses que de mauvaises choses dans cette vidéo. Elle fait 3 minutes, quelque chose comme ça, même un peu moins, 2 minutes 30. Et bon, il y a pas mal de choses à dire. Si on traduit déjà, ils ont donc des zones de touche et tout ça, un peu comme ce que nous on a. Et ils ont des règles qui permettent d'éviter de se blesser. Ça en soi, c'est très bien. Il faut continuer comme ça. Très bien, du coup on a deux combattants, donc on a une femme qu'on voit ici et on a un homme qu'on verra juste après. Ici on voit qu'elle a une lamellaire avec des anneaux en forme de D, donc qu'on appelle aussi souvent la lamellaire Visby. Elle a été retrouvée suite à une bataille qui est au XIVe siècle sur l'île de Gotland. C'est pas forcément une armure très viking, mais on va voir qu'au final leurs costumes sont pas super vikings non plus, donc je sais pas pourquoi ils veulent le marketer entre guillemets en tant que combat viking, parce que ils sont vraiment pas dans le style viking en fait sur leurs armures et sur leurs vêtements. Après c'est moi qui dis ça, j'ai aussi une armure lamellaire et tout, donc bon, quelque part c'est de bonne guerre. Ce qu'on voit par contre qui est intéressant, c'est qu'elle a de la maille rivetée. La maille rivetée c'est bien sûr mieux que la maille aboutée, donc là on voit un peu ici sur ces endroits là, on voit que la maille est rivetée, donc déjà c'est une maille plus solide et plus légère que de la maille aboutée. Je pense que là elle a un équipement relativement tardif. Du coup, ce serait peut-être même plus logique d'avoir de la maille alternée. Après, c'est compliqué à dire aussi parce que il y a un peu un patchwork de plein de trucs différents, donc on ne sait pas trop de quelle époque est censée dater cette armure, enfin cette armure totale, hein, l'armure complète qu'elle porte. Ce qu'on peut dire aussi, juste je reviens rapidement sur la Visby, même si elle a été retrouvée au XIVe siècle, c'est une époque où les armures lamellaires étaient plus du tout utilisées, vraiment, enfin quasiment plus, dans cette partie-là du monde. Du coup, on peut penser que c'est une armure qui date de avant cette bataille-là, surtout quand on voit que la majorité des autres armures qui ont été retrouvées sur cette période, c'est plutôt de la cotte de plaque, donc qui est un peu différente de ça. Donc on peut imaginer que cette armure date de avant. Après je suis pas sûr qu'elle soit réellement de la période viking non plus, mais en tout cas elle est pas aussi récente que ce qu'on voit en règle générale, donc elle date pas vraiment du 14e. Voilà, on voit un peu plus de matériel, donc ils disent aussi que, donc ils disent c'est la femme, ils disent aussi qu'elle utilise un sabre style russe. À vrai dire, je m'y connais pas tellement dans les sabres style russe, donc pourquoi pas. Ce qui est un peu moche aussi, c'est cette façon de porter l'armure lamellaire. Je trouve ça pas très joli et je suis pas sûr qu'il y ait réellement besoin de mettre des passants pour tenir la ceinture, mais bon, passons. On voit aussi qu'elle a un casque un peu plus tardif que la période viking. On le verra un peu mieux dans l'autre sens. Après c'est un joli casque et que j'aime bien, que je trouve très sympa, mais pas super viking. Tout ce qui est gambison et tout ça, donc c'est pas super russe non plus, mais
on m'a dit il n'y a pas très longtemps que apparemment à Byzance ils avaient des sortes de gants bison. Je ne me rappelle plus du nom exact, c'est un nom très spécifique comme à peu près tous les trucs byzantins. Mais les armures rembourrées comme ça existaient à l'époque déjà, donc ça pique pas trop les yeux, c'est pas trop grave. Ce qu'on remarque aussi sur le sabre qu'elle a là, c'est que c'est un sabre qui a l'air très très léger, donc quelque part pour faire du duel, ça me semble très cohérent. Ils expliquent que le mec, le deuxième combattant, qui s'appelle Sigurd, rien que ça, n'arrive pas bien à gripper avec son pouce, donc il utilise une sangle pour fixer le bouclier à sa main. Et quelque part, c'est pas bête, ça peut arriver d'avoir des fractures au pouce qui font qu'après on n'arrive pas bien à fermer la main, et sur un bouclier viking avec manipule on est obligé d'utiliser le pouce vraiment. Donc si suite à une blessure on peut plus l'utiliser, pourquoi pas faire comme ça. Bon après peut-être qu'il aurait pu prendre une sangle un peu moins synthétique, mais bon ça c'est du détail vous me direz. Aussi là on voit que donc ce bouclier est avec un Numbo Telemark norvégien qui en soi est très intéressant et qu'on voit assez peu souvent. C'est peut-être dommage d'avoir un Numbo Telemark avec une armure russe, plus ou moins russe. Enfin bon, ça c'est peut-être que c'est du détail aussi. On voit aussi que c'est un bouclier donc rond avec un Numbo, donc une bosse au centre comme ce qu'il y a sur l'autre. Mais on va voir juste après que c'est dommage parce que en fait c'est un bouclier qui est sanglé. Donc c'est... Enfin, je crois pas qu'il y ait de bonnes raisons de sangler un bouclier viking en fait, ça n'a pas de sens. Mais bon, on va voir ça ensuite. On a un petit aperçu de l'équipement de l'autre combattant et on voit que c'est un peu n'importe quoi en vrai. Hein. Donc il a une armure avec les mêmes lamelles que j'ai sur mon armure, donc des lamelles beaucoup plus longues. Ça c'est effectivement contemporain du viking. Ils n'ont pas trop parlé de son équipement, mais bon, on voit qu'il est censé faire plutôt quelque chose de slavisant. On remarque aussi qu'il a une mauvaise reproduction de l'armure qu'il y a sur une tombe, je crois que c'est sur du Valsgard, donc qui est pré-viking. Il a aussi ce canon d'avant-bras. Alors, je critique pas trop parce que j'ai eu un peu le même type de canon d'avant-bras. Mais depuis j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que ça n'a pas trop de sens de porter ça en viking. On remarque aussi qu'il a un casque à lunettes qui ressemble un peu à Geirmundbu et qui est un casque norvégien. Donc voilà, ça fait plein de trucs qui collent pas trop ensemble. Je sais pas d'où vient son épée aussi, mais elle ressemble à une épée byzantine, même si je suis pas expert. Et bon. Quelque part, pourquoi pas avoir une épée byzantine si on représente un russe, donc RUS juste, donc quelqu'un qui a voyagé sur les routes de Byzance. Mais bon, c'est un peu trop du patchwork. Ah, j'avais même pas remarqué, mais il a aussi des chaussures un peu typées fin Moyen-Âge avec les petits bouts qui ressortent là, les petites pointes qui remontent. Bon. J'ai parlé pas mal des trucs que je trouve pas géniaux, on va essayer de voir les trucs que je trouve bien. Alors bon, déjà il faut savoir qu'ils jouent avec leurs règles à eux, qui sont pas forcément des règles super fréquentes. Toutes les zones du corps comptent et les latéraux à la tête comptent aussi, mais on verra tout à l'heure que c'est pas trop grave pour eux. Il y a des coups qu'ils mettent qui vont être assez dangereux, mais bon. Le bon côté c'est qu'ils ont des armes assez légères. Ce que je trouve intéressant c'est la posture de la femme, parce que on voit que en fait, elle se retrouve contre quelqu'un qui est franchement plus grand qu'elle, donc quelque part, c'est pas mal d'utiliser une posture comme ça qui va protéger beaucoup le haut du corps et d'essayer d'aller taper dans ses jambes, parce que lui, il aura beaucoup plus de mal à venir taper ses jambes, étant donné qu'il est que en fait son bras va le limiter. Son bras va faire que son bras est plus haut, donc il va avoir du mal à toucher les jambes qui sont un peu plus loin. Et on le voit ici, en fait, il essaie de... j'ai l'impression qu'il essaie de viser en fait les cuisses, mais qu'il se retrouve un peu trop court. Et en plus, il prend un coup de sabre dedans, donc qui le bloque un peu.
Aussi, on remarque que la posture de la femme est beaucoup plus dynamique et que je trouve assez intéressante parce qu'elle bouge beaucoup plus et on voit qu'elle a toujours ses jambes, ses pieds un peu qui forment une sorte de triangle en fait quand elle bouge. Donc je trouve ça assez intéressant. Voilà, là on voit aussi que elle a le bouclier qui est sanglé et je pense que c'est vraiment dommage parce que si elle avait un bouclier un poil plus grand avec un manipule central, elle pourrait s'en sortir beaucoup mieux à mon avis, parce que clairement son adversaire est pas super dynamique et elle l'est franchement plus et elle pourrait beaucoup mieux s'en sortir. On voit aussi que Sigurd, donc le mec qui est en face, essaie de bouger avec son bouclier, mais en fait il est complètement bloqué, il est trop petit pour sa taille, et ça ne marche pas très bien, même si c'est un truc qu'on voit pas tellement en viking, on a tendance à beaucoup parer avec l'épée, surtout en eastern, parce que les mains ne comptent pas. Mais c'est beaucoup plus intéressant de parer avec le bouclier et de venir taper avec l'épée en même temps. Ça permettra d'être plus actif. Bon, on voit qu'ils se mettent des gros latéraux. Ça en eastern c'est complètement interdit parce que ça peut finir dans les joues, dans le visage. Après là c'est quelque part avec leur équipement c'est moins gênant. On voit aussi qu'elle essaie de mettre des revers avec son sabre. Alors en soi c'est intéressant de mettre des revers et de mettre des coups avec le faux tranchant quand on a un faux tranchant. Mais là il n'y a pas assez d'intensité à mon avis, donc tant qu'à être armuré de la tête aux pieds, autant mettre des coups avec une réelle intensité qui vont être un peu plus réalistes. Certains diront qu'on n'a pas besoin de taper très fort pour couper avec une vraie épée, c'est vrai, mais la guerre c'était pas gentil à l'époque et quand on est dans un combat comme ça où on risque de mourir, je pense qu'on ne se concentre pas à mettre des touches pas trop fortes. Voilà, du coup ils font des échanges qui sont pas moches et qui pour du public doivent bien fonctionner. Mais c'est dommage parce que c'est plein d'occasions qui sont pas utilisées en fait. Là clairement l'homme à droite, donc Sigurd, se retrouve en permanence avec les jambes découvertes et la fille Eidis, je crois qu'elle s'appelle, la femme, devrait en profiter un peu plus. Niveau posture, si on revient là-dessus, voilà, on voit éventuellement ouais, cette posture là qui pourrait être mieux avec un bouclier à manipule encore, mais on voit qu'elle se protège beaucoup la tête et elle a raison parce que en plus son adversaire arrête pas de vouloir lui taper le casque alors que du coup elle s'ouvre sur les cuisses. Alors on disait tout à l'heure que c'est difficile d'aller taper les cuisses quand on est grand sur quelqu'un de petit, mais tout de même. Voilà, ils expliquent qu'elle garde une posture assez basse vu que Sigurd est plus grand et plus fort. Bon, le fait qu'il soit fort, on s'en fiche, hein, ça compte pas là. Le but c'est pas d'aller soulever des troncs d'arbres je sais pas, de faire des exercices de force. Le but c'est de mettre des touches avec le tranchant aligné, avec des touches franches dans des bons endroits. Je suis pas sûr que la force compte tellement là-dessus. On voit un peu l'équipement qu'elle a donc sur ses bras ici. Alors une fois de plus, je ne suis pas expert des équipements slaves, des équipements russes et tout ça, mais il existe des protections d'avant-bras en métal pour ces peuples-là. Je crois qu'il en existe une ou deux. Dans tous les cas, elle m'a l'air assez crédible, même si je répète que je ne suis pas expert. Ici aussi, on voit qu'elle a la main vraiment lâche sur son sabre. En soi c'est pas mal parce qu'on a tendance à un peu trop gripper, s'agripper à son épée ou à son arme et du coup à en fait tendre un peu trop le bras et à se retrouver rapidement avec plus de force dans le bras à force de forcer. Ça fait beaucoup de fois le mot force, mais vous avez compris. Des coups qui peuvent être intéressants là, on voit qu'elle essaie de chercher le bras, et elle a raison de le faire, c'est très bien si le bras compte. Une fois de plus, on voit qu'elle est beaucoup plus dynamique que son opposant. J'ai l'impression qu'en fait son opposant a l'air d'être juste là pour faire un peu de la figuration, c'est un peu dommage. On a une belle parade, enfin une belle esquive disons sur les jambes, et là on voit que vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, alors on voit pas très bien l'épée, mais quand on est grand,
aller chercher les jambes de quelqu'un de petit, les jambes sont vraiment très loin. Et du coup, la posture de Hades lui permet de repartir en arrière. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est dommage, en fait, elle a tendance à bouger d'abord son genou vers l'arrière avant son corps. Essayez d'éviter de faire ça parce que cette manière-là de bouger le genou, si vous prenez un coup dedans, ça risque de vous péter le genou. Et ça serait dommage, ça fait partie des blessures qui sont très courantes en AMHE notamment. Donc si vous reculez, essayez de reculer en gardant les épaules face à votre adversaire et en reculant tout le corps en entier et en faisant des pas plutôt qu'en bougeant une partie de votre corps. Il y a pas mal de coups qui partent en l'air comme ça, qui touchent pas réellement. Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est juste par réflexe. J'ai l'impression qu'en fait il y a pas mal de moments où elle se cache le visage et où elle voit juste pas ce qui se passe autour d'elle. Donc c'est un peu le revers d'une posture avec le bouclier très haut comme ça, c'est qu'on se retrouve avec toute une partie qui n'est pas visible. Ça vous pouvez en profiter, vous pouvez faire des feintes pour forcer quelqu'un à lever son bouclier et se protéger, et du coup faire en sorte que cette personne ne voit plus où est votre épée en fait. Ça marche toujours. Bon, après on voit qu'ils mettent beaucoup de coups au visage et au niveau des oreilles. Ne faites surtout pas ça si vous n'avez pas de casque qui permette d'encaisser ce genre de choc. Voilà, pareil, petit... Alors des touches comme ça, ça ne fait rien, hein. On voit que là c'est le plat qui tape ici, et là c'est vraiment juste le bout de l'épée qui touche à peine la maille. Ce n'est pas suffisant pour compter comme touche. Faites attention parce que aussi si vous mettez des coups comme ça au niveau des yeux, ça peut rentrer dans le casque. On a un truc qui est intéressant aussi là, c'est le fait qu'elle essaye de parer activement l'épée et de prendre le contre-coup derrière. D'ailleurs ils ont trouvé que c'était tellement intéressant qu'il fallait mettre un ralenti, donc très bien. Et on voit que juste derrière, elle lui met un coup dans la bouche. On voit un peu que le casque là est très rigide, et je crois qu'on le verra un tout petit peu mieux après. Qu'est-ce qu'ils disent? Limiter la force de frappe est préférable pendant les entraînements pour éviter les blessures qui ne sont pas nécessaires. Effectivement, oui, même si vous entraînez uniquement à mettre des touchettes, le jour de faire une vraie compète, du coup on met des touches pas assez fortes et qui sont pas senties et qui ne comptent pas. Donc faut un juste milieu, disons. Je pense que utiliser cette force de frappe qu'ils utilisent là, enfin cette intensité de frappe, c'est intéressant quand on fait du sparring vraiment léger, où on n'a pas d'armure ou très peu. On a le petit truc qu'on voit très bien dans les films mais qu'on ne fait jamais car c'est inutile, le petit moulinet ici. Ce qui est étonnant, c'est que ça ça marche quand même parce que on dirait qu'elle s'y attend pas trop en face. Je pense que aussi c'était peut-être un moment de flottement, c'est possible. Oui, restez en contrôle de vos armes, ralentissez la vitesse si nécessaire, ou pour reprendre votre souffle. Ouais, c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Ouais, les coups comme ça. En fait, c'est un truc qui est dommage, c'est que en Eastern et en Full Target, donc les règles les plus fréquentes en Viking, on ne peut pas mettre ce genre de coup, parce que s'il tombe dans le visage, vous blessez votre adversaire. Par contre, c'est quelque chose qui marche bien en Huskarl et qui commence à être de plus en plus populaire. C'est un peu les mêmes règles, ou presque, sauf que vous avez un masque d'escrime. Et du coup, rien ne peut rentrer dans votre visage. Et ça, c'est super parce que ça permet de mettre des estocs et de mettre des coups latéraux au visage, chose qu'on ne peut pas faire le reste du temps. Là, à mon avis, ça reste dangereux ce genre de coup. Ouais, on voit qu'en fait, il est vraiment sur la réserve en fait. À chaque fois qu'il met un coup, il repart en arrière, il n'est pas très capable d'enchaîner. Et c'est dommage. En fait, la femme ici est largement au-dessus de son niveau.
mais n'en profite pas tellement, et je pense que c'est en grosse partie à cause de son bouclier. On a une posture de repos aussi qui peut être une posture intéressante, parce que là, donc la posture de la femme à gauche, c'est une posture où on peut continuer à se protéger en se reposant un peu, en posant le bouclier contre son genou. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas si ces protections-là sont historiques, elles m'ont l'air un peu tardives, surtout avec la partie qui descend là, mais je ne sais pas. Ouais, c'est le problème, c'est quand on fait une feinte vers le haut, qui fait que notre adversaire va se protéger en haut, bah du coup, faut pas continuer à taper en haut. Faut taper en bas, là où l'adversaire ne se protège pas. Bon, on voit aussi que Aedis attend le coup et qu'elle patiente un peu et elle lui met un bon aller-retour dans les oreilles. On voit ici que son casque est rigide en fait sur le côté, donc je pense qu'il a une sorte de casque qu'on utilise pour le M1 ou pour le Beour, donc un casque qui descend sur le côté. Normalement, les casques vikings, ça s'arrête sur le bord et ça ne descend pas plus, c'est ce qu'on appelle la cervelière, mais du coup, ça ne protège pas très bien la nuque et le côté du visage. Là, on voit bien que c'est un casque qui est rigide et je pense qu'il y a une... Elle lui met une bonne châtaigne, hein. Je pense qu'il y a en plus une grille, on a vu une partie de la grille sur le devant du visage, donc potentiellement c'est un casque qui permet de faire ce genre de coup. Et ça, je pense que c'est le principal truc qui est intéressant dans cette vidéo en fait, c'est l'équipement qu'ils utilisent qui permet de faire un peu plus de coups que ce qu'on utilise en Eastern et en Full Target. Et qui permettent donc de mettre des coups sur le côté du visage, donc des coups qui seraient très efficaces, surtout avec l'aller-retour. Donc là on voit qu'elle tape d'un côté puis de l'autre. Ce qui peut marcher aussi, c'est de taper avec un revers dans un sens puis revenir dans l'autre, et ça peut être super efficace pour soit directement toucher, soit faire en sorte que la personne monte son bouclier et puis venir taper de l'autre côté où il n'y aura pas son bouclier. Ce sont des coups qu'on ne peut pas du tout faire en Eastern et en Full Target, mais qu'on peut faire avec ce type d'équipement, et c'est ce que je trouve intéressant. Ouais, ils expliquent donc ce qui vient de se passer avec une manière différente de le faire. Ce qu'on voit aussi, c'est que en fait, il part sur la défensive en faisant un pas, enfin même deux pas en arrière, mais qui se protège absolument pas, et je comprends pas l'intérêt de se protéger très près du corps comme ça quand on est en train de reculer. Ça va être beaucoup plus intéressant de garder le bouclier un peu en avant de soi, éventuellement même l'épée avec la main cachée derrière le bouclier, parce que comme ça crée un cône assez important de protection devant vous. Donc ça n'a pas d'intérêt de garder un aussi petit bouclier collé au corps, ça marche pas du tout. Et d'ailleurs, punition instantanée où il prend une série de touches intéressantes. Augmenter la vitesse et la puissance quand vous vous sentez à l'aise. Donc ça vaut pour tous les arts martiaux, pour tous les types d'escrime. C'est au début, on va apprendre lentement, sans taper fort, et puis au fur et à mesure, quand on gagne du niveau, on va mettre un peu plus de puissance et de vitesse. Et ça, c'est un très bon conseil qui nous donne ici, donc c'est parfait. On voit l'attache du casque ici sur le côté. Je sais pas pourquoi c'est fixé comme ça, mais ne faites pas ça, déjà c'est moche, et en plus il n'y a pas réellement de source pour mettre des trucs aussi gros comme ça. Enfin, il vaut mieux, surtout sur un Gammon Bu, il vaut mieux fixer directement au casque. Alors on reverra dans d'autres vidéos, il y a plusieurs manières de fixer. En attendant, je peux vous mettre en lien un article de Marouboud qui est très bien pour parler de ça. Alors ce genre de coup, ça peut être intéressant, mais on voit qu'en fait il tape trop court, et que donc, bon, déjà il tape dans le bouclier bien sûr, et que en fait s'il avait réussi à toucher la tête, ça serait possiblement rentré dans le visage et dans les lunettes. On voit que la femme est beaucoup plus forte pour les enchaînements, on voit que sa posture lui permet de bouger plus efficacement, et elle met des touches beaucoup plus intéressantes à mon avis. On dirait juste que l'homme est fatigué un peu trop vite. Après je sais pas, hein, peut-être qu'il s'entraîne moins, c'est peut-être ça.
Bon voilà, je pense que ça va être tout. Apparemment ils ont passé un bon moment vu qu'ils sourient, donc c'est ce qui compte. Je voulais parler un peu de ça parce que je trouve que c'est intéressant de parler des styles d'escrime différents. Bien sûr, je ne vous conseille pas de faire ça chez vous, hein, parce que vraiment il faut avoir pas mal de protections, et notamment les protections au niveau de la tête et du visage. Dans tous les cas, si vous voulez commencer l'escrime, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site Idavol, sur l'annuaire des troupes, et de rencontrer une troupe qui fasse ça, ou un club d'AMHE, ou quelque chose d'un peu sérieux. Je voulais quand même parler de cette vidéo pour les choses intéressantes que je trouvais, parce que ils se sont fait beaucoup bâcher sur les réseaux sociaux, et peut-être que ça ne le mérite pas à ce point. Si vous avez des avis complémentaires à donner, en évitant de rager bien sûr, vous pouvez le faire dans les commentaires en bas, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, donc bien sûr les tipeurs, ceux qui partagent les vidéos, ceux qui s'abonnent, ceux qui commentent, ça fait toujours énormément plaisir de se sentir soutenu. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu et que vous avez envie que je fasse plus de vidéos de ce type là, et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine, salut!